Merci beaucoup. J'appelle donc la communication suivante du docteur Germain Pomarès du Luxembourg. Je suis très honoré de vous accueillir à à l'Académie nationale de chirurgie française. J'allais dire que Académie française. Non, c'est pas ça. Donc, pour traumatisme de la main, que reste-t-il du traitement tout en un temps et avec mobilisation précoce un demi-siècle plus tard? Parce qu'effectivement, on l'a connu. 15 minutes. Mesdames, messieurs, chers confrères, alors que nous reste-t-il de ce concept ingénieux du TTMP qui a été décrit il y a maintenant 50 ans pour les traumatismes de la main? Alors il faut se souvenir que ça a démarré avec Marc Iselin à Nanterre, où lui poussait pour le dogme de l'UOD, de l'urgence avec opération différée, où les blessés arrivaient et étaient opérés quelques jours plus tard. Ce dogme a été renversé seulement en 65 par Jacques Michon et Jean Gosset, qui ont remis leur rapport sur la prise en urgence des blessés de la main en urgence vraie. Alors, Jacques Michon avait déjà commencé en 61 à Nancy, où il opérait tout de suite les plaies de fléchisseurs, même dans le canal digital, ce qui était parfaitement interdit, le fameux no man's land de Bunel. Alors, à partir des années 60-70, ça a commencé à foisonner, tant sur le plan intellectuel, technique qu'industriel, puisqu'on a vu apparaître la miniaturisation des ostéosynthèses, les premiers exploits microchirurgicaux, Kleinert qui commençait à bouger tout de suite ses tendons fléchisseurs dès la réparation, et puis le principe du doigt banque. Fort de toutes ces avancées, Jacques Michon, Michel Merle, Guy Fouché déposaient ici même en 77 leur concept du TTMP dans un mémoire, et ils publiaient la même année. Qu'est-ce que c'est le TTMP? C'est tout réparer en un seul temps opératoire, quelle que soit la complexité du geste, quelle que soit la durée de l'intervention, on répare tout en un seul temps. Et si on ne peut pas tout faire, on prépare pour une deuxième intervention 72 heures plus tard maximum. L'intérêt, conserver la fonction de la main, mobiliser tout de suite les doigts, on lutte contre l'adhérence, on lutte contre les œdèmes. Reconnaissance immédiate, diffusion dans tous les groupes SOS main. En parallèle de ça, Boucicaut, Raymond Villain créait l'ancêtre du SOS main, ce qui n'était à l'époque qu'une permanence téléphonique, on dirait une hotline chirurgie de la main maintenant aujourd'hui. Et puis ça amène en 79 le professeur Merle à déposer les statuts de la Césum, ancêtre de la Fésum, à la préfecture de Toul. Et nous sommes aujourd'hui sous l'ère de la Fésum avec 65 centres SOS main disposés dans quasiment toute la francophonie, où tous nos patients se retrouvent à moins de 6 heures d'un SOS main. Alors, le TTMP, qu'est-ce que c'est en pratique? Eh bien, c'est ce patient que j'ai pris en charge il y a quelques mois, patient de 65 ans, coup de scie circulaire dans la main, ça passe au travers de la première commissure, des dégâts ostéo-articulaires dans la deuxième métacarpophalangienne, et ça remonte jusque dans l'IPP du troisième doigt. Dévascularisation du majeur, interruption des fléchisseurs extenseurs, des dégâts un tout petit peu moins graves sur l'index qui reste, lui, vascularisé. Pardon. Premier temps évident, bilan des lésions, parage des différentes structures. Là, la décision est simple. Translocation en urgence de l'index sur le majeur, reconstruction en paletot de l'appareil extenseur, on réinsère les muscles de la première commissure. Vous voyez en bas sur la radio, ostéosynthèse rapide, fiable, brochage en croix, donc de la base de la troisième phalange sur la tête de la première phalange de l'index. On redrape la première commissure avec quelques plasties arrangées pour éviter toute rétraction de cette première commissure. Et quelques mois plus tard, on a un patient qui retrouve une fonction avec un contact pulpe-paume, pardon, une pince pouce-index forte qui lui a déjà permis de reprendre à 6 mois la scie circulaire. Le TTMP, c'est aussi cette jeune patiente mineure au moment des faits, qui se fait un doigt d'alliance, un ring finger, avec une évolution complète du fourreau digital du majeur, qui m'est amené, il n'y a plus de fourreau digital, qu'est-ce qu'on fait? Surtout pas de régularisation, surtout pas d'idée farfelue, on lève un McGregor et on chausse le doigt dedans. Bilan des lésions, qu'est-ce qu'elle a en pratique? Plus de fourreau digital, perte de substance osseuse extrêmement limitée, seulement la houppe de la troisième phalange, fléchisseur extenseur intact, les pédicules sont toujours présents, on les retrouve jusqu'à la base de P3. Eh bien, celle-ci, on l'opère 48 heures plus tard, on prend le fourreau cutané pulpo-inguinal du deuxième orteil, reconstruction sur mesure. Et ici, à quelques mois, avec un résultat esthétique qui est assuré, du moins qui réjouit la patiente, un contact pulpe-paume assuré. Et quand on observe sa fonction, elle arrive à plier le doigt. Alors, vous remarquerez une raideur de l'IPD, raideur volontaire, puisque l'évolution de la patiente à 1 an m'a obligé à réaliser une arthrodèse IPD, puisqu'elle a une fonte unicondylienne sur la tête de P2. Alors, 50 ans après, qu'est-ce qui nous en reste du TTMP? Eh bien, on a toujours autant de patients, si ce n'est plus, beaucoup moins grave. Pourquoi?
moins d'accidents de la voie publique depuis 2023, du moins graves, les efforts de prévention en médecine du travail et puis le recul de l'industrie. On connaît bien ça dans l'Est, dans le Nord-Est et dans le Nord de la France. En parallèle, nos tutelles ferment des lignes d'urgence, ferment des plateaux techniques, le problème de remboursement des actes en urgence, notamment dans ces grands axes compliqués, où on se retrouve sur les 4e, 5e actes non rémunérés, nos blocs opératoires qui ne sont guère mieux, avec les salles d'urgence qui disparaissent, la rentabilité de ces gestes longs, tant pour la clinique que pour les chirurgiens, les difficultés à recruter du personnel infirmier, mais également des jeunes qui veulent s'engager dans la voie du SOS. Et puis, on le voit de plus en plus, le retrait des dispositifs médicaux, et notamment des tendons conformateurs pour la chirurgie d'urgence. N'oublions pas que les chirurgiens ont changé. Ceux du TTMP en 77 ne sont plus la régénération d'aujourd'hui. Nous assistons à des changements de paradigme sur leur vie personnelle, professionnelle, qui sont évidemment aggravés par les difficultés d'organisation du bloc opératoire, des effets de mode. La microchirurgie, la chirurgie d'urgence n'excite plus autant les esprits aujourd'hui. Alors, mon sentiment, on assiste à une lente dégradation de la prise en charge de nos patients. Il devient régulier, quel que soit le mode d'exercice, d'avoir des prises en charge qui se font à plus de 6 heures, quand on n'a pas nos patients qui sont refoulés 48, 72 heures plus tard. Finalement, aujourd'hui, nous revenons au dogme de l'UOD. En parallèle, on doit les intégrer dans le flux du bloc opératoire qui se retrouve perturbé avec des collègues qui râlent devant l'explosion du planning personnel, professionnel, et puis finalement, même ceux qui sont encore engagés en SOS Main se démotivent et jettent l'éponge au bout de quelques années. Mon constat, c'est qu'on a milité, nos aînés ont milité pour officialiser et autonomiser nos SOS Main, nos lignes d'urgence, et le compte n'y est pas, malgré les 2 livres blancs, publiés en 1998 et le dernier en 2018, malgré les vœux de Michel Maire à l'Académie nationale de médecine en 1994, nos tutelles et la DGOS restent silencieuses. Ma conviction, pourtant, il y a des avantages collectifs, individuels déjà pour le patient, pour le blessé de la main. On réduit les temps de chirurgie, on réduit les séquelles, on réduit le taux d'IPP, et il y a des bénéfices socio-économiques évidents qui ont déjà fait l'œuvre de plusieurs publications. Et pour le chirurgien de la main, c'est une source formidable d'épanouissement. Il y a 2 victimes à cette situation, encore une fois le blessé de la main et tous les jeunes en formation. Et surtout, ne nous méprenons pas, en dehors du SOS Main, point de salut. Je voulais vous présenter ce cas, une patiente que j'ai reçue il y a quelques semaines. On voit tout de suite à l'observation de la main que ça ne va pas du tout. Elle s'est blessée il y a 7 mois avec un accident domestique, coup de scie circulaire sur le bord cubital de la main, prise en charge en urgence dans un centre non SOS Main. Alors, le collègue me dit qu'elle a un syndrome neurodystrophique, que rien ne va du tout. Globalement, quand on l'examine, on se rend compte que c'est plutôt une causalgie. La radio, visiblement, il n'avait pas lu Guy Fouché. Rien ne va du tout. On reprend la patiente et on se rend compte que le nerf ulnaire, enfin, du moins une branche de division du nerf ulnaire, est branchée sur le moignon distal de l'artère collatérale. Branchée sans moyens microchirurgicaux. Donc, on reprend le nerf, greffe de nerf, manchonnage des extrémités, greffe osseuse, stabilisation. Si tant est qu'on améliorera les douleurs de causalgie, on améliorera le confort, la fonction de la main est définitivement condamnée. Alors, je vous ai livré mon sentiment, mon constat, ma conviction. Je vous livrerai ma devise, ou plutôt la devise du TTMP, tirée des vers de Nicolas Boileau, qui illustrera parfaitement ce que c'est le TTMP, notamment ce dernier cas. Un jeune homme, 30 ans, qui arrive un matin, coup de scie circulaire au travail. Le coup de scie circulaire passe dans la première commissure, ampute le pouce et surtout nous fait de gros délabrements sur les parties molles. Vous voyez le fragment qui reste, il reste la 2e et la première phalange du pouce, un fragment de premier métacarpien, mais l'articulation trapézo-métacarpienne était le sauvé. Alors on m'avait appris que le pouce ne souffrait d'aucune amputation, d'aucune contre-indication à l'amputation. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on fait des pontages artériels, veineux, on redrape la peau dorsale, TTMP, et puis quelques jours plus tard, on est rattrapé par la réalité. On doit déposer le fragment sur une souffrance veineuse. Alors, on explique aux patients aujourd'hui que dans cette situation, la seule chose à faire, c'est une polycisation d'un doigt long. Probablement, vu du contexte, je lui aurais proposé un majeur ou un annulaire, mais il me dit non. J'ai déjà perdu un doigt, laissez mes doigts tranquilles. Alors, je lui dis, dans ce cas-là, monsieur, ce serait une prothèse. Surtout pas, je veux un pouce vivant, docteur. Alors, on réfléchit. Et puis, comme on me l'a appris, il faut toujours simplifier le cas. On commence par couvrir le moignon d'amputation, couvrir cette fracture. Eh bien, on prélève un lambeau trifolié chimérique sur la paroi dorsale, lambeau scapulaire, parascapulaire et pilier de scapula, ce qui permet de reconstruire
un premier métacarpien, un néométacarpien, qui sera mobilisé par l'articulation trapézo-métacarpienne qui reste mobile, et les deux palettes s'agencent pour reconstruire l'unité fonctionnelle de la première commissure, peau ténarienne et peau dorsale sur la deuxième palette cutanée. C'est un peu la logique de la balle de tennis. Hein. Ça aurait été impossible à faire sur une seule et même palette cutanée. Et une fois que vous êtes là, le tour est joué, vous retombez sur vos pieds, si j'ose dire, et vous lui faites quelques mois plus tard un transfert de Morrison sur mesure, armé d'une crête iliaque, ce qui permet de reconstruire un pouce et qui nous amène sur les photos de gauche à avoir un patient qui récupère une pince pouce index, qui arrive à saisir des gros objets, et quelques mois plus tard, qui a repris une dextérité suffisante pour écrire. Et on remarque d'ailleurs sur le pouce de la vidéo que les troubles trophiques sur l'ongle ont complètement régressé. C'est un patient qui a repris son activité professionnelle de menuisier. Merci. Merci beaucoup pour cette très très belle communication qui pose beaucoup de problèmes. Alors d'abord, il y a un problème sentimental. Je suis chirurgien orthopédiste, membre inférieur, et donc ça me fait toujours beaucoup de peine quand on retire un gros orteil pour le mettre au niveau de la main, parce que on n'a pas encore pris un pouce pour mettre à la place d'un gros orteil, mais je le concède et vous avez tout à fait raison de le faire. Et donc, vous avez insisté sur le problème d'une espèce en voie de développement qui s'appelle les cadres de santé de bloc opératoire. Et je vois que vous avez le même problème au Luxembourg, parce que nous, c'est un vrai problème, hein, je peux vous dire. Je crois que le problème ne se limite pas au Luxembourg ou à la Ah France. bah, Quand on bon, discute avec non, nos en collègues France, espagnols et italiens, c'est la même chose. alors, en France, on a un véritable problème, d'où mon sentiment qu'on pourrait peut-être aussi faire de la chirurgie au cabinet où on échapperait à ces listes opératoires reportés à plus de 6 mois, et c'est mauvais pour tout le monde. Donc ça, c'est un vrai problème. Et effectivement, on est en train de régresser avec la prise en charge des patients. Et puis alors, il n'y a qu'une chose, vous nous avez montré de très belles images au niveau des tronçonneuses. Malheureusement, un de nos collègues béroutins nous a montré aussi les lésions des beepers, qui ont été catastrophiques. Et il nous a fait une communication là-dessus. Et ils avaient vraiment des mains totalement déchiquetées. Donc encore merci pour cette très belle communication qui pose plein de problèmes. Et je vois que le perpétuel s'agite. Oui, merci pour votre formidable communication. Votre constat est très sévère. Et alors, on serait tenté de vous demander comment voyez-vous les choses, parce que, bon, les livres blancs, manifestement. Alors, là, on s'est intéressé récemment à l'Académie, aux écoles de chirurgie, avec l'idée de peut-être qu'il y ait un réseau qui soit assez hiérarchisé. Est-ce que le fait, finalement, qu'il y ait beaucoup de SOS-mains, finalement, n'est pas forcément garant que les patients, comme vous l'avez dit, soient bien pris en charge et qu'il ne faut pas envisager des centres de recours primaires qui soient suffisamment bien payés, avec des praticiens qui sont vraiment formés et qu'on peut peut-être pas se permettre d'en avoir partout. Je pense aux équipes de transplantation hépatique. Au début, il y avait 35-40 équipes en France et on a réduit et maintenant, ça se passe bien. Je ne sais pas, comment voyez-vous les choses? Je pense que le volume de patients qui passent quotidiennement d'un SOS main ne permet pas de réduire le nombre d'équipes. Nous sommes clairement pas suffisants. Hein. Nous sommes tous dans l'expansion déjà des membres par équipe. Hein. Nos équipes, il faut les étoffer. Donc, diviser les équipes, en fait, du moins réduire le pool de SOS main, c'est actuellement pas envisageable. Si on ne veut pas reporter les opérations et continuer dans ces reports Et actifs. vous aviez l'air de dire qu'il y avait beaucoup plus d'accidents, mais qu'ils étaient parfois moins graves quand même. Oui, globalement, oui. Merci. Guy Rimbaud, Angers. J'ai été le rapporteur du Livre blanc en 1998. Je partage ce sentiment de régression. Je, je félicite Germain Pomarès de nous avoir montré la réalité du terrain parce qu'il fait partie d'une équipe qui est au quotidien, en H24, confrontée à la grosse traumatologie de la main. Et j'aurais simplement profité de la vitrine de l'Académie pour soulever que nos chers pouvoirs publics, les décideurs, ça dépend comment on les appelle, sont dans l'incohérence permanente, et ce, dans la durée. On a eu la chance que des pionniers, dont Michel Merle, qui est ici présent, il y a 50 ans, relèvent le gant de l'urgence différée avec opérateurs différents. C'était Marc-Yves Zin, ça correspondait à une réalité du terrain.
c'était avant la microchirurgie, c'est-à-dire qu'on pouvait se dispenser de la non-revascularisation des tissus, parce que je crois que le tournant, c'est l'avancée de la microchirurgie qui permet de revasculariser dans les 6 heures. Et ça, c'est très important, en plus des possibilités de couverture par les lambeaux libres. Et en fait, progressivement, on a installé un système qui marche. Il y a 65 centres aujourd'hui, publics et privés. Et ce système marche tellement bien qu'aujourd'hui, livre blanc 98, 10% des blessés de la main sont pris en charge par les centres Faisom. Livre blanc 2018, 57%. Parallèlement, qu'est-ce que fait la DGOS? Elle s'endort. Elle ne donne pas des directives aux ARS. Moi, j'ai été moi-même il y a une dizaine d'années voir la sous-direction de la DGOS. On m'a promis beaucoup de choses à l'époque où j'étais président de la Société française de chirurgie de la main et de la FESUM. Et puis finalement, l'inertie, je crois que c'est le moteur de la grande administration. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on attend de voir le système se déliter et on retrouve ce qu'il y avait il y a 50 ans, où on va mélanger le polytraumatisé et la plaie complexe de la main. C'est-à-dire qu'on a régressé et finalement, on a une perte de chance qui est induite par la masse. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue, sur des chiffres rapportés 1996, en gros, 10 millions d'urgences tout venant dans les centres hospitaliers et les cliniques. 2016, plus de 20 millions. Et les urgences mains représentent plus de 10% des urgences tout venant. Donc, non seulement il y a un problème technique, mais il y a un problème de triage, comme on dirait dans le service armé. Et je dirais, l'idéal, c'est de calibrer, de mettre le blessé de la main au bon endroit avec les bons chirurgiens. Et cette vision de dire on va faire des centres primaires, etc., on sait que ça ne marche pas parce que vous n'avez aujourd'hui aucun appareil qui vous permet, même avec les photos, avec tout ce que vous voulez, qui permet de dire là, vous allez avoir telle lésion ou pas. Ce n'est qu'à livre ouvert, une fois que la main est ouverte complètement, qu'on a débridé, qu'on fait le constat des lésions. Premier point. Donc je pense qu'aujourd'hui, la DGOS, elle laisse filer le truc. L'autre incohérence qui pourrait quand même frapper un petit peu tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en silo avec l'organisme payeur. Vous avez d'un côté l'accident du travail, l'assurance maladie, etc. Je vous passe tous les détails, toutes les agences, etc. Et je vais vous prendre un problème simple que vous pouvez vérifier. Un accident du travail, parce que les accidents du travail qui sont en diminution sont par contre bien répertoriés. Et il y a de la documentation tous les jours à prendre dessus. En gros, 20%, c'est le coût primaire. Ça va de l'ambulance aux frais du chirurgien, à la pharmacie, aux frais de structure de l'hôpital, la rééducation, les transports VSL, etc. 80% sont les indemnités ou journalières ou de rente. Voilà. Et il y a un autre passage qu'il faut regarder, c'est que vous avez une barre dans les accidents du travail qui est de 9%. 9%, si vous avez une indemnité qui est inférieure à 9%, on paye un capital. Si on est à 10%, on paye une rente à vie. Quand on sait le nombre de jeunes qui ont des jobs d'été ou des jobs qui sont indéterminés, qui vont avoir un taux d'IPP où on va avoir une rente à vie. Or, aujourd'hui, le taux moyen des IPP est de 10% dans les accidents de la main. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui dirait on va sponsoriser les soins primaires, mettre les moyens, en particulier humains, pour essayer d'abaisser d'1%? Vous voyez les économies qu'on peut faire à long terme pour une nation. C'est un exemple parmi d'autres. Après, je dirais, aujourd'hui, c'est quand même pas normal, à l'époque de l'informatique, de ne pas avoir des données. Lorsqu'on a fait le livre blanc en 98, il a fallu galérer pour arriver à trouver des chiffres. En 2018, ça a été moins la galère, mais on a eu beaucoup de difficultés. Alors on parle beaucoup de data, mais de temps en temps, ce serait intéressant de savoir qui fait quoi, combien ça coûte, etc. Enfin, vous avez entendu comme moi le président de la République dire on va fluidifier les urgences, objectif décembre 2024. On n'a pas fluidifié beaucoup les urgences, malgré tout un tas d'artifices, mais surtout, en décembre 2023, on a changé le mode de financement des services d'urgence
et on a passé à la trappe tout un tas de centres mains autonomes qui ne sont pas rattachés à un service d'urgence. On a donc supprimé les circuits courts, parce que la main, c'est un circuit court, il sera efficient si on a un circuit court, et on encombre de plus en plus les services d'urgence tout venant, et on démotive l'ensemble des équipes qui, n'ayant plus de moyens, ben finalement n'ont plus envie de rêver, d'autant que la sociologie nous aide là-dessus. Donc je voudrais un petit peu insister sur le fait qu'il faut, je dirais, sonner les cloches à tout le monde et se remet. Il y a également un autre point sur lequel je veux insister. Lorsqu'on parle de continuité pour un médecin ou pour un chirurgien, c'est la continuité des soins. Tout le monde est d'accord. Mais la grande administration, elle n'a pas d'obligation de continuité administrative. Quelques dates. Le rapport Steg 89 conduit à une loi en 97 où on va faire les services d'urgence d'accueil des urgences, les SAU, qu'on failli s'appeler au début SATU d'ailleurs, les UPATU, les pôles de proximité, et les POSU. Dans les POSU, qu'est-ce qu'on avait? On avait en particulier la main et un peu d'ophtalmo. Eh bien, à un moment donné, 2006, on supprime tout ça. Moi-même, j'interviens, étant concerné, je vois les grandes responsables, on me rassure, on me dit, vous inquiétez pas, monsieur Rimbaud, vous n'êtes plus POSU, mais vous allez être PTS. PTS, c'est plateau technique spécialisé. Bien, monsieur, j'ai des lettres, 2008. Aujourd'hui, les textes sur les plateaux techniques spécialisés ne sont toujours pas parus. Et entre-temps, eh bien, c'est perte et profit, c'est-à-dire que ça fonctionne sur la bonne volonté des gens et parfois sur leur denier. Voilà. Et on rajoute une couche en décembre 2023 avec la dotation populationnelle. Tout le monde applaudit la dotation populationnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va payer les structures d'urgence agréées en fonction de la population. Très bien, mais ça, c'est déjà un peu comme le nuage de Tchernobyl, parce que la population, elle bouge, non pas avec la limite du département. Et, Je vais vous demander de conclure quand même. oui, je conclus. Et finalement, aujourd'hui, on reparle des plateaux techniques spécialisés, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se déliter, mais finalement, nos pouvoirs publics n'agissent pas comme les chirurgiens. Alors, je demanderai à Pierre Bonvalet quel c'est le type de neurones qu'ont nos grands administrateurs. Merci beaucoup pour ce témoignage important. Je vais passer maintenant la parole, même s'il ne l'a pas demandé, à notre expert, le professeur Merle. Merci, mon cher président. Nous avons une chance inouïe avec mon équipe à Luxembourg, c'est que nous sommes un petit département et ils ont créé la notion de service public unique quand il s'agit d'une hyperspécialité comme la chirurgie de la main. Donc il y a une quasi-monopole avec les moyens qui vont avec pour assurer du 24 heures sur 24. Ce qu'il faut faire, et Guy Rimbaud l'a parfaitement résumé, il faut vraiment que l'Académie crie et signale ce problème déficitaire dans les urgences en France. Il y a une dégradation énorme depuis au moins une décennie. Et il faudra qu'on prenne position collectivement là-dessus. J'ai appris par mes collègues qui sont dans des grands services de chirurgie de la main à l'assistance publique ici à Paris, ils transfèrent le soir les urgences de la main en périphérie de Paris dans des cliniques privées. Est-ce vraiment la finalité des grands hôpitaux de l'assistance publique? C'est inacceptable. S'il y a une artère en cause, on ne peut pas réparer l'artère au bout de 6 heures. Donc, vous voyez un petit peu la mauvaise qualité de la prise en charge. Et on pourra, à mon avis, ultérieurement, s'intéresser globalement à la prise en charge de la traumatologie générale, y compris du membre inférieur. Vous verrez que c'est loin d'être parfait. Oui, je suis totalement d'accord avec le professeur Merle parce que la Picardie commence à 30 km de Paris, hein, c'est Senlis, et les transferts de chirurgie de la main de Senlis arrivent à Amiens, qui est à 100 km. Donc, je vois dans mon service exactement ce que tu viens de nous dire. Le professeur Sedel. Oui, merci de me donner la parole à ce sujet-là, parce que je n'ai pas la réponse, mais tu as tout à fait raison. Et pourquoi? Pourquoi ça? Écoute, à Lariboisière, que j'ai bien connu, les urgences, c'est la plus grosse urgence de France, hein, au point de vue nombre de patients vus.
Après, en chirurgie, il y a des urgences. On est obligé, compte tenu du manque de blocs opératoires, d'anesthésistes, de penseuses, à faire des tris. Et je sais très très bien. Alors, et pourquoi d'ailleurs la main a quitté l'assistance publique? Je te signale d'ailleurs que du temps de Villain, c'est déjà un peu ça, hein. C'était déjà beaucoup d'opérations se faisaient dans les cliniques du 16e et ailleurs. Et ça s'est toujours un peu passé comme ça. Et pourquoi? Moi, je résume ça par une notion, c'est la lourdeur des instruments. Pour faire une fracture du col du fémur, prothèse de hanche, il faut 3-4 boîtes, enfin, c'est assez lourd, quoi. Pour faire ce que vous faites, hein, qui est très très bien, ça n'a rien, il n'y a pas on ne dit pas que c'est plus simple, mais il faut une petite boîte. Voilà. Alors ça se résume bien parce que c'est pour ça que l'ophtalmo a quitté, c'est pour ça que la chirurgie de la main a quitté, c'est parce que alors depuis 20 ans, on nous dit qu'il faut faire de l'ambulatoire, faut faire. Mais comment faire à la fois l'ostéosarcome, tu vois, du bassin, et puis l'ambulatoire de la main. C'est pas du tout un manque d'intérêt pour cette chirurgie-là. C'est juste que c'est pas possible de tout faire, quoi. Ou alors il faut nous donner des structures. Je reste te signale, bon, quand même, si tu me donnes 2 minutes, on était allé voir avec quatre collègues, hein, je Masquelet, Uten à l'époque, enfin 4 collègues du nord de Paris en orthopédie. On était allé voir le directeur de l'assistance publique. On leur avait dit, voilà, on vous demande de nous faire un service sur 4. Voilà, 4 services qu'on merge dans un seul service. On était tous d'accord et on lui avait demandé, on lui a dit, on va même réduire le nombre total de lits, mais on veut avoir au moins 2 salles d'op pour opérer la nuit, avec des instrumentistes, enfin tout le confort. On a été reçus, une bonne heure, voilà, une bonne heure. Il ne s'est rien passé, il s'est rien passé. Alors, il y avait le directeur de l'hospitalisation, M. Couty, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est un monsieur très bien, que je connaissais parce qu'il avait été directeur de Saint-Louis. Donc, on se connaissait très bien, j'étais allé le voir aussi. Il m'a dit, écoutez, moi, je suis prêt, je trouve votre projet, il est formidable, vraiment, il y a de quoi, on va réduire les coûts, on va améliorer tout ça. C'est très, très bien. Mais on ne m'a rien demandé. Moi, je suis obligé de répondre à la demande de l'assistance publique. Si l'assistance publique ne me demande pas de faire quelque chose, je ne peux rien faire. Voilà, bon. Donc, ça a été enterré. Voilà. Mais enfin, on est complètement d'accord, mais ça ne m'étonne pas que ça continue comme ça, Il a quoi. fait un beau rapport, Couty. Hein? C'était Édouard Couty. On est allé voir Non, Couty. non, mais Édouard Couty a fait un très beau rapport là-dessus. Ah, mais là, je Oui, sais pas, oui. là-dessus précisément, je ne Ah sais oui, pas. là-dessus, Peut-être, oui, parce sur la qu'on grande avait, machine. on avait un projet très structuré. Ça faisait 8 pages, 10 pages. Il l'a fait pour Roselyne Bachelot dans les années 2008 à peu près. Oui, mais c'est ça, oui, 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 c'est cette tout à fait. époque-là. Tout à fait. Une question du docteur Delvalle. De Valais. Delvalle. Oui, bon, j'ai fait partie des urgences mains, de la première équipe SOS mains à Toulouse, et j'ai continué toute ma carrière à faire ça à Montauban avec d'autres collègues qui étaient passés par la même équipe, qui était sous la direction de Michel Mansat, dont j'ai été le premier chef de clinique. En fait, le problème, donc je connais parfaitement ce genre de truc, mais ce genre de technique et d'activité. Mais le problème de la microchirurgie et de la chirurgie de la main en urgence, c'est que ça coûte cher, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'hommes et ça ne rapporte pas beaucoup. Et donc, c'est, à mon avis, de manière délibérée que la politique de santé a décidé de se désintéresser d'activité parce que c'est pas rentable. Et les chirurgiens eux-mêmes, d'ailleurs, maintenant, malheureusement, se dirigent vers une activité beaucoup plus réglée et beaucoup plus rentable et qui déborde pas les horaires, j'allais dire syndicaux presque. Et il vaut mieux faire des prothèses de hanche et des prothèses de genoux que de passer 10 heures à réimplanter des doigts ou à s'occuper d'une main complexe. Donc je crois qu'il y a un vrai problème de société, mais je crois aussi que c'est alimenté par une politique de santé volontaire, de laisser tomber ce genre de niche, si on peut dire, malgré toutes les conséquences économiques que ça peut avoir, parce qu'on sait que effectivement les arrêts de travail, etc., ça coûte aussi assez cher. Mais tant pis, il vaut mieux diminuer les coûts dans le service de santé. Je crois que c'est une... Et quand, en plus, et ça revient à ma communication, quand on voit que maintenant, et ça c'est organisé, la délégation de tâches fait qu'on est en train d'expliquer à des médecins urgentistes, après à peu près 10 heures de formation sur la traumatologie, qui vont pouvoir faire maintenant des sutures de tendons extenseurs dans un coin des urgences tout venant, avec l'approbation de toutes les autorités administratives, on se demande où on va. C'est une véritable régression, mais je crois que notre service de santé est en régression complète, et en particulier vis-à-vis des gens
pignon sur rue et qui n'ont pas accès à des manifestations, enfin voilà. La question, s'il vous plaît. Non, mais bon, C'est merci. une réflexion, mais je pense qu'elle a son importance aussi. Ok. Simplement, au professeur Sedel, je complète ce que j'ai dit tout à l'heure. Édouard Couty a donc effectivement eu une mission ministérielle. Il a rendu son rapport le 1er février 2013 sur le pacte de confiance pour l'hôpital. Donc, je ne sais pas si tu as été le déclencheur de cette réflexion, mais voilà. Merci beaucoup. On sait combien de rapports ont fini dans les poubelles quand même, hein.